Je pense que notre réflexion sur la démocratie et sur qu'est-ce que la démocratie idéale et comment y parvenir ne peut pas faire l'économie, encore une fois, de la question économique et sociale. Parce que là, nous raisonnons effectivement sur quel serait le régime idéaliste. Mais très concrètement, pour les gens, les travailleurs, ceux qui travaillent, etc., qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est ça qui est aussi important. Je dis ça parce qu'en 1788, Robespierre expliquait déjà très bien que dans le fond, comment voulez-vous demander aux personnes de penser le monde alors que déjà dans leur quotidien, leur problème fondamental, c'est d'avoir à manger. Voilà le premier problème de base. Et c'est pour ça qu'en fait, la démocratie ne peut pas être une question neutre. D'ailleurs, rien ne peut être neutre. Rien ne peut être neutre parce que, qu'on le veuille ou non, on peut pencher à 51-49. 51-49, si je raisonne en termes mathématiques, mais qu'on le veuille ou non, un choix démocratique forcément est orienté. Forcément est orienté. Mais il n'y a pas que le choix qui est orienté. Il y a le cadre dans lequel on opère qui lui-même est déjà orienté au départ. Il ne peut pas être neutre. Et la preuve en est, c'est que, on parlait par exemple des médias. Je rappelle que le Conseil national de la résistance avait quand même, dans son programme Les Jours heureux, émis une revendication, en tout cas une proposition qui n'a jamais vraiment été, enfin, qui a été un petit peu appliquée au départ, mais très rapidement, on est dessus. C'était la séparation des médias et des puissances d'argent. Parce qu'on savait très bien ce que les puissances d'argent, le capitalisme en soi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le capitalisme, soyons bien clairs, parce que l'on entend par là, moi je ne parle pas des petits artisans, des petits bouchers, etc. Pour moi, ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs, ils sont là pour pouvoir justement produire, pour le bonheur social, pour le bien de la population. Et ce qu'on appelle par le capitalisme, sont d'abord ceux qui ont pour recherche, pour objectif majeur, le profit, de manière égoïste, et en s'appropriant les grands moyens de production à leur effet. Ça, c'est très simple, il suffit de lire Adam Smith, Bernard Mandeville, tous les penseurs du XVIIIe siècle vous le diront. Et ils utilisent le terme d'égoïsme. Ils l'utilisent. Ils n'ont pas peur de l'utiliser. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'à partir de là, la réflexion que nous avons sur la démocratie politique, institutionnelle, est bien sûr indispensable. Mais elle ne peut être découplée des questions matérielles, des questions des conditions de vie. Et qu'on le veuille ou non, de choix, oui, politique dans le sens idéologique, qu'on le veuille ou non. Parce que dans le fond, quand on regarde l'histoire, et quand on regarde, finalement, j'allais presque dire les êtres humains, notre histoire n'est qu'une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Le rapport de force ne signifie pas forcément la guerre. Pas du tout. Mais il signifie qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre et qu'on peut être en désaccord. On peut être en désaccord, bien entendu, mais à partir de là se pose un problème majeur. Être en désaccord, dans quel cadre? J'en reviens à la question du cadre. Et à partir du moment où vous avez un cadre qui ne tend pas, et c'est l'autre condition, me semble-t-il, fondamentale de la démocratie, qui ne tend pas au bonheur social, au bien commun, au bonheur du peuple, alors vous pouvez prendre toutes les décisions, faire toutes les mesures politiques que vous voulez, institutionnelles, etc. Ça ne servira pas à grand-chose, parce que les grands principes fondamentaux, eux, d'ailleurs, tu as signalé tout à l'heure à raison, que les grands principes de fraternité, d'égalité, etc., sont balayés, parce que ces gens-là n'en ont rien à faire. Pour une bonne raison, d'ailleurs, c'est qu'ils détestent la Révolution française. Ils la détestent. Et s'ils pouvaient s'en passer, s'ils pouvaient l'éliminer, ils l'élimineraient. Ils ne sont pas aristocratiques, en effet, ils sont oligarchiques. L'oligarchie, c'est la forme corrompue de l'aristocratie, dans la réflexion des penseurs antiques. Et j'insiste vraiment sur à la fois le cadre et les objectifs qui sont visés et qui ne peuvent pas être neutres. Parce que si, encore une fois matériellement, si vous êtes un grand propriétaire, cherchez avant tout à sauvegarder votre propriété, c'est assez logique. C'est évident. Est-ce que le bonheur social vous intéresse? Plus ou moins. J'aimerais vous lire pour cela un discours de Robespierre de 1791. Quel sera donc le principe de votre choix et de votre décision? Il en est un supérieur et plus étendu qui ne s'implique point seulement aux successions directes, mais aux successions collatérales. C'est ce principe politique qui dit que la base de la liberté, la base du bonheur social, c'est l'égalité. Toute institution qui tend à augmenter l'inégalité des fortunes est mauvaise et contraire au bonheur social. Bon, je vais pas aller plus loin. Et il ajoute quand même si, je sais qu'il est impossible d'établir l'égalité parfaite, et ça nous le savons. On ne va pas dire faut que tout le monde ait le même salaire. Ça n'a jamais existé nulle part, en passant. Je sais que plusieurs causes différentes tendent sans cesse à déranger l'égalité des fortunes. Mais il n'en est pas moins vrai que les lois doivent
toujours tendre à les maintenir. Autant que la nature des choses pour le permettre et qu'elles iront directement contre leur but, contre le but de toute société lorsqu'elles tendront à l'aveu. Donc, vous voyez le problème de l'inégalité des fortunes déjà qui se pose, qu'on le veuille ou non, sous la Révolution française. Et c'est pas pour rien, encore une fois, je répète que on vous parle de la bonne Révolution française, plutôt libérale, comme ça qu'elle est présentée, entre 1789 et 92, et puis le dérapage, ça c'est la thèse de François Furet qui est complètement démentie par les historiens, par les faits. Les historiens travaillent sur les faits. La neutralité n'est pas possible. Il faut en avoir conscience. On peut effectivement le regretter. Dans le monde idéal, dans la société idéale, ce serait parfait que nous puissions tous échanger, quel que soit, en faisant abstraction de nos conditions matérielles, etc. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. Et dès lors se pose la question, puisque ce n'est pas le cas, comment faire? Et c'est là où, effectivement, nous, en tant qu'économistes, je vais utiliser tout à l'heure l'expression de dictature du prolétariat, que disait Lénine à ce sujet? Mais que c'est la démocratie pour les pauvres. C'est ce qui brise l'exploitation. C'est ce qui brise l'aliénation. L'aliénation y compris au niveau des cerveaux. Parce que c'est aussi ça, l'aliénation. C'est celle qui fait que vous allez accepter un état de fait comme étant évident, naturel, l'ordre des choses naturelles. L'esclavage, c'est l'ordre naturel des choses. Hein, on le théorise comme ça depuis l'Antiquité. Le salariat, ce genre de choses. Et je le dis pourquoi? Parce que, in fine, pour conclure, je dirais que la démocratie, c'est un idéal, et qu'à partir du moment où c'est un idéal, il est difficile d'atteindre une forme exacte. Nous avons quelques propositions, notamment respecter le triptyque fondamental commune, département, nation, et pas euro-métropole, euro-région, euro-Union européenne, que sais-je encore, qui en fait ne sont que des instances qui ne font que confisquer le pouvoir souverain. Lutter contre la corruption, qui est fondamentale. La corruption, si vous lisez les préambules de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'une des pires causes du malheur des peuples. Et j'ajouterais quand même, pour finir, qu'en France, on a quand même eu une constitution démocratique. Curieusement, on n'en parle jamais, ou pas d'ailleurs. C'est celle du 24 juin 1793. Celle des montagnards, des sans-pilotes. Celle qui, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la même date, dont on ne parle jamais non plus. On vous parle toujours de celle du 26 août 1789. Jamais de celle du 24 juin 1793. Jamais. Et pourtant, il est très clair qu'il est indiqué, premièrement, que un peuple véritablement souverain doit pouvoir changer sa constitution quand il le désire. Il est également indiqué, c'est pour ça que ça fait peur, dans l'article 35, le dernier, que quand le gouvernement viole les droits du peuple, et en particulier ceux qui tendent vers le bonheur social, vous indiquez, l'insurrection, c'est le droit le plus sacré et le plus indispensable des devoirs contre ce gouvernement. Et je vous le dis parce que vous voyez, on en revient au problème de fond. Oui, dans le monde idéal, on s'entendrait tous, il y aurait une sorte de neutralité. Mais dans la vie réelle, il y a des rapports de force. Ce que l'on veuille ou non repose notamment sur les conditions matérielles. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent la prostime. Ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime.